Génial. Euh, donc, François m'a sollicité pour parler un petit peu des différents métiers dans un club sportif professionnel. Donc, ben moi, je vais déjà me présenter. J'imagine qu'il y en a certains qui me connaissent, mais certains peut-être pas. Donc, j'ai 49 ans. J'ai eu une première vie professionnelle où j'ai été basketteur, où j'ai joué un petit peu partout en France et en Bretagne à Saint-Brieuc pendant quelques années, principalement en Pro B et en National 1. Et puis je suis arrivé à Boulazac en 2000 à 30 ans pour préparer ma reconversion. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Le club est en National 2. Le club était dans une région principalement rugbystique. Mais j'avais un ami qui jouait ici et qui m'a dit Pierre, viens à Boulazac, peut-être qu'il y aura il y a un projet qui est intéressant. Donc, je suis venu dans ce club de Boulazac pour jouer, pour finir ma carrière et puis pour commencer à travailler. J'ai travaillé une année au conseil général de la Dordogne et puis au bout d'un an, j'ai eu l'idée d'aller voir mon président et de lui proposer de créer un poste qui n'existait pas, le poste de commercial. En fait, il y avait une secrétaire qui était la seule salariée du club, c'était la secrétaire, comme souvent dans des clubs de ces niveaux-là, de National 2. Et j'ai été voir le président en disant je me sens pas trop bien au conseil départemental, c'est pas trop ma philosophie. J'ai envie d'essayer de créer ce poste de commercial. Il a été visionnaire, il m'a donné ma chance à ce moment-là. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ce club s'est extrêmement développé. Voilà, aujourd'hui, en une vingtaine d'années, on a passé tous les niveaux du basket français. Alors bien évidemment, c'est pas que grâce à moi. Moi, je suis fier de m'être intégré et d'être voilà, d'être Edouard, ici tu depuis. recules, s'il te plaît, tu sais que tu es trop près là. Bon, non, il y a quelqu'un d'autre qui a son micro qui est ouvert. Ouais, ça y est. Ah, ouais, moi je suis surpris même et fier de pouvoir d'avoir passé 20 ans dans ce club sans voir passer les années parce que voilà le projet a été exceptionnel et puis on a gravi tous les échelons pour arriver au plus haut niveau. Le club a continué à se développer et 20 ans après, je suis toujours là. Nous jouons en première division, en Jeep Elite, et puis on a pu mettre en place des choses exceptionnelles pour une ville et un département comme la Dordogne. Voilà. Je vous ai marqué 2007-2009, formation de manager général au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Ça, c'est une petite carte en plus dans mon parcours professionnel qui a fait que voilà, j'ai pu m'ouvrir à d'autres horizons que simplement le commerce. Aujourd'hui, je suis axé à 100% sur le développement économique du club, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir pu mettre les pieds dans cette institution qu'est le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges et d'avoir pu rencontrer beaucoup de monde et d'avoir des soutiens, des supports pour toutes les questions que je me pose et pour éventuellement la suite de ma carrière professionnelle. Voilà pour la présentation. Donc, comme disait François, j'ai pas mis mon chronomètre, mais je pense que François, tu m'arrêteras. Je pense que c'est bien que les gens, toutes les 10 minutes, on fasse une petite pause pour que tout le monde puisse poser des questions. Il y a pas de problème. Le but du jeu, c'est que ça soit interactif et que je puisse répondre à toutes vos interrogations. Juste une Voilà. petite première question à ce moment-là, Pierre. Je dirais, pendant ta carrière de joueur, est-ce que c'était déjà quelque chose sur lequel tu te destinais ou est-ce que c'est vraiment au gré des rencontres qui ça a fait, on va dire, un petit peu l'opportunité? Parce que on est actuellement un petit peu, tu vois, sur la fin d'année scolaire pour certains élèves. Les Hum. parents demandent de temps en temps l'orientation. Comment ça se fait? Est-ce que c'est le fait d'avoir voyagé un petit peu quand même, vu des choses ailleurs, qui a fait germer un petit peu cette idée? Ouais, alors je me pose souvent la question parce que j'avais fait des études. Quand j'étais à Paris, j'ai fait des études commerciales. J'ai fait un BTS Action commerciale à l'époque, mais c'était vraiment pour faire quelque chose.
que je n'ai pas eu d'ailleurs chez BTS. Mais c'était vraiment, voilà, j'avais une vingtaine d'années, je pensais beaucoup plus au basket qu'aux études. Donc c'est pas vraiment ça qui m'a orienté vers cette fonction. Je pense que j'avais en moi plusieurs choses. Le côté compétiteur, voilà, ce que j'ai eu sur le terrain pendant toute ma carrière de joueur, je l'ai en moi, ça c'est sûr. Et puis j'avais une propension, une facilité à être à l'aise avec n'importe qui. Et j'ai souvenir de clubs dans lesquels je suis passé où, même si j'étais pas le joueur le plus brillant sur le terrain, les responsables commerciaux de l'époque aimaient toujours, après les matchs, me demander d'aller à telle table avec tel partenaire parce que je savais partager ma passion et discuter avec n'importe qui. Donc, ces deux paramètres-là, je pense, sont importants dans l'idée de se construire et de se trouver une vocation pour la suite de sa vie. Je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment à la fin de ma carrière, c'était vraiment flou, mais j'avais ce côté compétiteur et puis ce côté je suis à l'aise, il n'y a pas de problème, je serai à l'aise avec n'importe qui. Donc les deux, du bout à bout, ont fait que je me suis dit que le côté commercial était quelque chose de bien. Et 20 ans après, je suis les gens qui me connaissent depuis 20 ans dans mon travail me disent que c'est voilà, je n'ai pas changé, je vends toujours le basket avec la même passion parce que j'y crois. Premièrement, voilà, c'est pas usurpé. Je sais que ce qui se passe autour d'un match de basket, peu importe le niveau. Aujourd'hui, on va parler d'un club de Jeep Elite, mais tous les gens qui travaillent dans des clubs de M2, M3, M1, il n'y a aucun problème. Il y a les mêmes émotions qui se passent dans tous ces clubs-là. Et si vous arrivez à les faire partager à des gens, ben vous allez les toucher, les sensibiliser, et ils auront envie de venir avec vous pour vous donner un coup de main. Donc voilà comment ma philosophie de commercial a germé. Et c'est une chance de pouvoir 20 ans après, même si j'ai d'autres envies, être toujours aussi motivé et continuer à aller au charbon pour faire que le club perdure, le club se développe et puis voilà, donner une belle image du métier qu'on représente. Ok, Voilà pour ça que merci. j'ai répondu à ta question. Parfait. Donc le premier slide, je vous parlais de cette curiosité, bien évidemment. Donc, en fait, je vais vous présenter, avant de vous présenter, on répondra bien évidemment à la question initiale des différents métiers. Il y a un slide où on va parler des différents métiers dans les clubs professionnels. Ça, on y répondra. Mais moi, j'ai plusieurs parties dans mon document. Une première partie où j'ai envie de vous expliquer un petit peu ce qu'était Boulazac, ce qu'était la Dordogne, ce qu'était le projet, comment ce projet a pu voir le jour. Et principalement, il a vu le jour avec l'arrivée de la salle il y a une dizaine d'années, voilà, une salle qui s'appelle le Palio qui a 5000 places et qui est vraiment quelque chose de surprenant par rapport à notre ville, département et puis le modèle économique qu'on a su mettre en place autour de tout ça. Donc la Dordogne, on n'est pas à Rennes, on n'est pas à Brest ou à Nantes. La Dordogne, c'est pour les gens qui sont jamais venus en vacances ici, c'est un petit département. Voilà, vous avez un petit peu à 400 000 habitants. Périgueux, c'est la ville à laquelle Boulazac est accolé. Donc Boulazac, c'est 10 000 habitants, Périgueux, c'est 30 000. Donc voilà, c'est une petite agglomération. Boulazac est simplement une grosse zone industrielle et commerciale qui est appartenante à cette ville de Périgueux. Donc voilà, on part pas économiquement avec les mêmes avantages qu'une grande ville, mais par contre on a pas les mêmes avantages. On a des avantages et des inconvénients que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et voilà où se trouve la Dordogne, voilà où se trouve Boulazac, pour vous donner une petite idée. Voilà, donc le projet qu'on a voulu mettre en place depuis une dizaine d'années, c'est ça, c'est un projet économique et sportif avec, en 2008, voilà, l'arrivée de notre nouvelle salle, le Palio. Donc, pour grand nombre d'entre vous, je pense que c'est quelque chose, ceux qui la connaissent pas, ça paraît complètement surprenant, puisque à l'époque, Boulazac n'avait même pas 10 000 habitants. On a 10 000 habitants depuis qu'on a fusionné avec deux communes avoisinantes. Mais il y avait 7 000 habitants à Boulazac, et pouvoir faire une salle de la sorte, tout le monde s'est posé la question de comment une ville comme Boulazac pouvait réussir à faire cette salle. Donc on a un élu dans cette ville
est très très important, qui est là depuis une trentaine d'années, qui est vraiment la pierre angulaire de la ville et du club, qui est Monsieur Ovi, et qui a été vraiment extrêmement partie prenante dans la mise en place de cet outil qui aujourd'hui nous permet d'exister au plus haut niveau, mais qui nous a permis d'exister en Pro B et voilà, d'avoir un outil exceptionnel. Donc, vous le voyez voilà, en configuration basket avec les nouvelles couleurs que je vais évoquer un petit peu plus tard, qui ont changé. Voilà, ça c'était avant. Et puis depuis cette année, on a voilà, je vous montre voilà. Les couleurs ont changé depuis cette année. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques slides. Alors le paillot, qu'est-ce que c'est? Le paillot, c'est voilà, une salle multifonction. Voilà, ça c'est la première chose. La salle multifonction avec vraiment les facilités souvent les parkings sont très très importants dans une salle. Donc celle-là la salle a été construite sur une zone commerciale où étaient déjà en place les parkings. Et puis elle a été vraiment optimisée au maximum pour faire que, alors elle a 10 ans, c'est plus une salle toute neuve, mais malgré tout, il a été au maximum pour faire vraiment une complémentarité entre le spectacle et le basket. Voilà, c'était vraiment, cette salle n'a pas été faite que d'abord pour le spectacle ou que pour le basket, ce qui est plus possible aujourd'hui, dans n'importe quelle ville, je pense. Mais elle a vraiment été faite avec les deux particularités. Et franchement, c'est pas loin d'être optimum. Les conditions sont pas loin d'être optimum pour les deux parties. Évidemment, on a toujours envie de plus, mais je pense qu'il faut être objectif et c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors pourquoi une ville comme Boulazac a voulu créer cette salle? Et bien, puisque sur le département de la Dordogne, il n'y avait pas de salle de spectacle à Périgueux. C'était simplement un parc des expos qui faisait office de salle de spectacle. Et donc notre maire, voyant que le club de basket prenait un engouement incroyable, on jouait dans une salle de 1500 places qui était archi pleine tout le temps. Il s'est dit bon voilà, c'est trop petit. Moi, j'arrêtais pas de lui dire sur vous, j'ai plus rien à vendre. Donc, il a travaillé discrètement pour voir un petit peu la faisabilité de cette salle qui servirait bien évidemment son équipe de basket, mais aussi qui serait une valeur ajoutée très très importante pour tout le département et même pour les départements limitrophes, puisque à l'époque, la seule salle de spectacle qui avait même à Bordeaux était la patinoire, qui était complètement désuète. Et donc, ça a permis d'avoir une zone de chalandise très très grande. Donc là, je vous ai parlé, voilà, la patinoire de Bordeaux. Et puis, donc on n'a pas voulu faire, ils ont hésité à faire un zénith, mais le label zénith était impossible, parce que c'est vrai que les zéniths sont configurés d'une certaine manière, où on peut faire du sport. Ça s'est fait au Zénith de Limoges, le club de hand a joué quelques matchs, mais c'est vraiment une très très grosse organisation. Donc, il a fallu faire une salle complètement différente d'un zénith qui puisse être multifonction. Avoir une idée de faire une salle, c'est une bonne chose, mais après, encore faut-il avoir l'argent. Donc, c'est une salle qui a coûté vraiment une somme dérisoire, même à l'époque, sachant que le terrain appartenait à la ville. Donc ça, c'est important. Mais sinon, voilà, vous avez un petit peu la répartition des coûts sur cette salle. Donc, notre maire a été voir un petit peu trouver des subventions à droite à gauche pour diminuer un petit peu le coût de la salle, à économiser de l'argent avec ces 6 millions d'euros qui sont arrivés, qui étaient en réserve, et puis après le financement, les 4 millions 3 qui ont financé sur une dizaine d'années pour un coût de 13,5 millions d'euros. Donc c'est vraiment, comme vous voyez, le coût des salles aujourd'hui, c'est vraiment une salle qui n'a pas coûté cher et qui est malgré tout extrêmement qualitative. Alors, comment était gérée cette salle? Voilà, une fois que la commune a construit la salle, bien évidemment, après il fallait l'exploiter. Pour exploiter une salle, c'est facile. Vous faites un appel d'offres national et des sociétés postulent pour exploiter la salle. Donc, c'est souvent des sociétés qui exploitent les zéniths ou des choses comme ça. Donc, il y a quelques sociétés qui ont postulé, mais dans le cahier des charges, la mairie avait quand même mis quelques paramètres importants, comme l'obligation
de pouvoir accueillir l'équipe de basket locale pour, pour une vingtaine de matchs par saison, sachant que notre calendrier, bon, cette année exceptionnelle, on ne sait pas trop quel va être notre calendrier, mais le calendrier sortant le 15 mi-juillet pour commencer début octobre, ce paramètre était vraiment un frein très très important pour la société qui allait exploiter la salle. Vous savez tous que les concerts sont programmés 1 an ou 2 ans auparavant, les concerts, les spectacles. Et là, la société allait être obligée de modifier un petit peu le calendrier pour pouvoir accueillir les 20 dates de l'équipe de basket locale. Par rapport à ça, bien évidemment, les 100 000 euros que vous voyez, la contrainte de service public dans les coûts de location, c'était la compensation que la mairie était prête à mettre à disposition auprès de la société qui allait exploiter la salle par rapport à ce manque à gagner. Donc, résultat des courses, les sociétés qui ont postulé pour exploiter la salle il y a 11 ans aujourd'hui ont tout abandonné parce que pour eux, c'était pas viable. Donc, la mairie a créé une société d'économie mixte locale avec 34 actionnaires, que vous pouvez voir un peu plus bas, et puis des partenaires privés qui ont voulu s'associer à ce projet-là pour exploiter la salle. Donc aujourd'hui, le premier bail de 10 ans qui a été fini l'année dernière a été mis en place sous cette forme, avec cette société d'économie mixte locale qui est entre guillemets, même si elle est complètement indépendante, sous l'égide un petit peu de la commune. Et puis, ça s'est très très bien passé. Nous, par rapport à nos relations avec cette société, par rapport aux relations avec la mairie, on a pu vraiment travailler dans la meilleure des manières pour pouvoir avancer et continuer à construire, à structurer notre club. Donc vous avez quelques chiffres, le capital, le loyer que nous payons tous les ans pour faire nos 20 matchs à domicile. Voilà, il y a des tarifs qui sont, vous voyez, 3 000 euros par jour pour les clubs sportifs locaux. Hein, c'est vraiment les clubs sportifs qui sont sur la commune de Boulazac qui peuvent utiliser le Palio pour leur manifestation. Sinon, louer le Palio pour une journée, ça coûte 10 000 euros. Voilà. Et après, pour les spectacles, bien évidemment, ça je ne vais pas vous en parler, mais c'est encore un autre modèle économique où c'est souvent un pourcentage de la recette qui permet de faire vivre cette salle. Donc, la convention d'affermage a duré 10 ans. Elle vient d'être renouvelée pour les 10 prochaines années, sous la même forme, avec cette société d'économie mixte locale, ce qui est pour nous quelque chose de vraiment apaisant, structurant, voilà, sachant qu'on est tous dans la même maison, autour de la ville de Boulazac, le Palio et le BVB. Voilà, même si tout est bien segmenté, organisé, il n'y a pas de mélange à ce niveau-là, tout est bien carré, mais en tout cas, et voilà, on est rassuré pour les 10 prochaines années, puisque une société privée aurait pris l'exploitation de cette salle, ça aurait peut-être été plus compliqué pour nous pour mettre en place les entraînements, pour mettre en place les jours de match. Donc aujourd'hui, on a de très bonnes relations avec cette société, avec les gens qui y travaillent. Voilà, la liste des actionnaires, donc voilà, à part la commune de Boulazac, ce sont principalement des entreprises locales qui ont voulu, comme un petit peu être partenaires du club, participer de manière un peu différente dans la construction de cette salle de spectacle qui est quelque chose de très très important dans la commune. Donc voilà, vous avez une photo. Donc la salle de spectacle, voilà, ils peuvent mettre des affluents jusqu'à plus de 6 500 personnes. Donc, comme les plus grands artistes français sont venus ici, encore une fois, puisque la zone de Chamonix était très très large. Je vous ai parlé de Bordeaux, il n'y avait pas de salle de spectacle auparavant, mais sinon les départements limitrophes, Angoulême, Limoges, Brive, Agen, il n'y avait pas de salle de spectacle. Donc aujourd'hui, ça a permis de pouvoir faire venir toutes ces vedettes et développer l'économie qu'il y a autour, puisque vous savez bien que un match de basket avec 5 ou 6 000 personnes, tout le monde en profite, les restaurants, la ville, et c'est la même chose. Il y a une vingtaine de spectacles par an, une vingtaine de matchs de basket, donc il y a 40 dates où, accessoirement, il y a 5 ou 6 000 personnes qui viennent avant, qui restent après, qui vont au restaurant. Et je peux vous dire que ça a un impact colossal sur les restaurants de la ville, pas simplement de la ville de Boulazac, mais de la ville de PSG également, sur tout ce qui se passe
à ce moment-là. Voilà pour le. On peut peut-être faire une petite pause par rapport aux questions sur le mode d'exploitation du palio. S'il y a des gens qui ont des questions, il n'y a pas de souci. François, je suis disposé à répondre à tout. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc ceux qui veulent pouvoir poser une question en direct, donc branchez votre micro et posez-la. Moi, j'en ai une petite première, c'est-à-dire que vous aviez quand même, vous, une installation sportive pour vous qui est dédiée, c'est-à-dire que les entraînements se font en principal sur votre installation, on va dire, d'entraînement, ou est-ce que vous avez accès au palio? Comment ça se passe? Alors, je vous ai parlé de notre ancienne salle, qui s'appelle la salle de l'Agora, qui fait 1500 places. Donc ça, c'est notre salle d'entraînement dédiée. Donc on s'entraîne principalement là-bas, mais malgré tout, les bonnes relations que l'on a avec la société d'exploitation du palio nous permet de pouvoir s'entraîner quand c'est possible, quand il n'y a pas de spectacle. On a des facilités quand même assez importantes. Alors on a eu quelques années où les coachs râlaient puisque disaient ouais, on n'est pas droit parce qu'on s'entraîne pas assez dans notre salle de match. C'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un coach qui a compris ça et je pense que c'est la même chose en NBA. Les équipes de NBA ne s'entraînent pas toujours, ne s'entraînent pas dans la salle dans laquelle ils jouent. Ils ont des salles d'entraînement, ils ne sont pas forcément moins adroits. Donc ça, c'est révolu. Donc on a des facilités vraiment pour s'entraîner le plus possible dans le palio à la demande de l'entraîneur. Mais malgré tout, notre salle dédiée d'entraînement qui va l'être de plus en plus puisque elle a été aménagée de mieux en mieux l'année dernière. De gros efforts ont été faits dans la réhabilitation des vestiaires, une création d'une salle de vie, une création d'une salle de muscu. Et aujourd'hui, tous nos bureaux administratifs vont être dans cette salle-là. Donc la salle de l'Agora va vraiment être notre centre névralgique administratif et sportif pour faire que tout le monde se sente bien. Et aujourd'hui, le sportif est ravi d'avoir un centre d'entraînement aussi qualitatif et de pouvoir malgré tout aller dans le palio pour s'entraîner quand bon leur semble. Ok. Moi, j'ai une deuxième question parce que tu l'as abordé aussi en disant que bon, vous aviez derrière ce projet aussi un maire ou une personne qui faisait pierre angulaire. Aujourd'hui, entre guillemets, on a plutôt tendance d'aller voir nos dirigeants, notamment des communes ou des villes, pour leur demander un peu d'argent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser? Quelle est cette relation que vous avez créée en fait avec la ville pour qu'ils vous suivent au jour le jour, mais pour qu'ils adhèrent aussi? Quelles sont un petit peu les armes à mettre dedans, quoi? Ouais, c'est vrai que il y a des clubs qui vivaient exclusivement de ces subventions publiques depuis quelques années. Il y a des clubs qui ont disparu à cause de ça. Hein. Je pense par exemple au club de Montpellier au basket qui il y a quelques années chez les garçons vivait beaucoup avec les subventions et ont disparu parce que les subventions ont dû réduire. Donc nous, on a dans notre budget, bien évidemment, vous allez voir après une partie importante, à peu près 22% de l'argent qui vient grâce aux collectivités, de la mairie, de la ville de Boulazac, du département, de la communauté d'agglomération et de la région Aquitaine. Voilà, on a 4 collectivités qui nous aident. Donc aujourd'hui, il faut continuer bien évidemment à pouvoir travailler avec eux, mais je crois que dans le futur, c'est quelque chose qui peut réduire, qui pourra réduire. Et il faut essayer de structurer le club pour avoir de moins en moins besoin de collectivités, même si tout le monde s'y retrouve. Mais on a besoin d'eux aujourd'hui. Essayons de travailler et la création d'un poste de responsable commercial. Moi, je ne travaille pas sur les financements publics. Voilà, mon boulot, c'est de développer le privé. Voilà, je pense que j'en parle souvent. Je suis venu à Fougères chez mon ami Christophe Evano il y a quelques temps pour rencontrer les dirigeants et les élus, le maire. Et je dis toujours que dans ces clubs qui sont en National 2, le premier poste qu'il faut embaucher avant un joueur, c'est un commercial. Voilà. C'est un commercial pour qu'il aille au charbon, il aille trouver de l'argent et que le club se développe et que les collectivités se rendent compte que
voilà, qu'on ne va pas vivre grâce à eux. Donc, bien évidemment, on a besoin d'eux. Je pense qu'ils sont toujours ravis de pouvoir s'intégrer dans ces projets-là, mais il faut y faire attention et il faut se dire que dans les années à venir, peut-être que ces subventions pourraient amener à être réduites. Il y a une question qui est posée via le chat, mais quand c'est créé ou quand a été évoquée la création du Palio, est-ce que ça a été une idée pour vous d'en prendre la gestion ou pas ou est-ce que c'était vraiment de se dire non, il faut que ça soit dissocié? Ouais, non, c'était même moi qui suis un fou des fois au niveau de mes idées, j'ai pas pensé si loin que ça au départ. Aujourd'hui, ça paraît idyllique. Hein. Vous avez vu, il y a 4 personnes qui travaillent au Palio, mais c'est voilà, c'est des métiers bien précis. Ça marche bien depuis 10 ans. Le Palio est une société qui est rentable, mais quand cette salle s'est créée, nous on s'est simplement dit on va vraiment avoir un outil de travail qui va nous permettre de pouvoir se développer. Vous imaginez, passer d'une salle de 1500 à une salle de 5000, au début, les gens disaient c'est trop grand, quoi. Donc, non, on s'est concentré principalement sur le développement de notre club, essayer de développer financièrement, et avant de se dire on peut en prendre la régie. Et puis de toute façon, c'était pas d'actualité. Voilà, la mairie n'avait pas envie et puis on n'était pas assez structuré à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en JPL. On a une dizaine de salariés administratifs et sportifs, donc sans compter les joueurs. Mais aujourd'hui, à l'époque, c'était pas d'actualité. Je pense que c'était très bien de se concentrer principalement sur l'activité basket professionnelle, puisque c'était le début de nos années professionnelles avec l'arrivée du pavillon en 2008. Ok, je pense que ça peut permettre d'introduire la suite. Ouais, exactement. Donc, organisation et stabilisation du BBD, ben voilà, on arrive sur le deuxième sujet. Donc, là, je vais vous parler un petit peu de notre club. Voilà, quelques dates importantes dans la création de ce club, dans la vie de ce club qui est très jeune. Hein. Voilà, le club est arrivé en 92 sur la ville. Il était auparavant à Périgueux. Il végétait un petit peu à Périgueux. Et puis, le maire, toujours le même, de Boulazac, a construit l'Agora, notre ancienne salle, et a voulu récupérer une équipe sportive. Donc, le rugby existait sur Périgueux, le foot existait sur Trélissac, qui est nos voisins de la zone commerciale. Et donc, il a demandé à pouvoir récupérer cette équipe de basket qui était en National 3, je crois, à l'époque. Et donc, le club est arrivé sur Boulazac à ce moment-là. S'en est suivi en 2002, 2003, donc les années 2000, c'est là où vraiment les gens ont découvert cette passion pour le basket. C'était quelque chose de nouveau. C'est là où j'ai commencé à travailler. Et les gens avaient l'habitude d'aller au rugby, d'aller au foot. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait un sport qui se jouait dans une salle qui était aussi agréable, puisqu'on était bien assis, il faisait chaud. Même si on comprenait rien aux règles, on pouvait passer du bon temps. Donc ça a été, et c'est toujours, un argument très important que j'utilise quand je vais voir des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je ne vends plus cette ancienne salle, mais je vends le palier. Donc les années 2000 à 2005, avec cette accession de N2 en N1 et de N1 en Pro B, on crée un engouement colossal. Voilà, on crée un engouement colossal sur le basket. Et le Palio est arrivé en 2008, donc vous voyez, on a eu peu de temps pour que ça évolue. Ensuite, 2011-2012, voilà, première accession de Pro B en Pro A, notre premier bail, qui malheureusement n'a pas duré longtemps, mais c'est pas grave, ça nous a permis de redescendre en Pro B et de se reconstruire, en étant plus structuré. Et puis après, il y a eu quelques belles dates aussi. La victoire contre nos amis nantais, le JB, sur les playoffs et l'accession. Et puis c'est quelques années en JP Elite qui devraient perdurer l'année prochaine, j'espère. En tout cas, on attend les nouvelles de la Ligue. Normalement, il y a peu de chance pour qu'on ne soit plus en JP Elite la saison prochaine. J'espère qu'on repartira
pour la 3e année consécutive et continuer à structurer. Mais voilà, on a fait parler de notre équipe. On a été en finale à Disneyland. On a été en finale, la photo que vous voyez, à Bercy. Donc, c'est anecdotique, mais quand vous êtes à Bercy, et j'ai souvenir de ce moment où vous devez jouer à Marseillais, il y avait la présentation, je pense que c'est ça, présentation des équipes, et vous êtes à la Corps-Rappel Arena, et une salle qui fait 15 000 personnes, et vous jouez contre Strasbourg, la capitale de l'Europe. Vous voyez là, Strasbourg-Boulazac, sur tous les écrans LED qu'il y a autour de la salle. J'avais mon président qui était là, qui malheureusement pour lui a eu un AVC il y a 2 ans, et qui est un peu diminué, mais qui était présent, qui était assis au premier rang. Et j'ai été le voir à ce moment-là, et je lui dis quand même, voir marquer Strasbourg-Boulazac, c'est un beau chemin qui a été parcouru en peu d'années, on a une petite quinzaine d'années, à pouvoir jouer contre la capitale européenne Strasbourg, à Bercy, devant 15 000 personnes. On s'appelle toujours Boulazac, on est le Périgord. Vous allez le voir quand je vais vous présenter nos maillots, notre nouvelle charte graphique. Mais malgré tout, je pense qu'on peut être fier de ça, et ça fait partie des bons moments, même si on n'a pas gagné la finale, mais on a été s'est battu jusqu'au bout, et ça fait partie des bons moments, et je pense que mon président était sensible à ce moment-là également. Voilà, comme moi. Donc voilà pour notre petite histoire. Le club. Donc quelques chiffres sur le club. Donc je vous parlais de nos faiblesses peut-être économiques, puisqu'on est un petit département, on n'a pas une grosse zone industrielle, mais malgré tout, on est le club numéro 1 sur tout le département. On est le seul club professionnel, et on a su susciter un engouement incroyable, puisque il y a 4650 spectateurs à chaque rencontre au Pagno, avec 2500 abonnés, un engouement aussi au niveau des clubs des supporters, et voilà, la 5e plus grosse affluence du championnat de France l'année dernière, et jouer contre ces équipes que vous voyez, Monaco, Asvel, Limoges, Pau, enfin toutes les équipes de Jeep Elite. Je pense que voilà, on est une curiosité parmi ces villes-là. Si vous enlevez le Portel et les nouveaux clubs entre guillemets du basket français que sont Bourg, j'ai envie de mettre Bourg-en-Bresse. Sinon, pour regarder la carte, c'est des clubs qui sont là depuis des années, une trentaine d'années. Les Valois qui se transforment en Boulogne, mais ça reste malgré tout un club ancestral du basket français. On est une curiosité de par notre environnement économique, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, on a le respect de nos pères, du fait d'avoir réussi à construire cette salle, du fait d'avoir réussi à la remplir, et puis de tous les ans développer notre budget pour continuer à exister au plus haut niveau. Donc on en vient un petit peu à notre sujet initial, c'est-à-dire les différents métiers des clubs professionnels. Donc je vais vous présenter quel était notre organigramme qui a changé depuis 2 ans, puisque avant on avait simplement un président avec un conseil d'administration, et puis puis des gens qui travaillaient, des salariés au club. Aujourd'hui, monsieur Audou, le maire de la commune, a pris un petit peu de recul et a mis en place un nouveau mode de fonctionnement, avec un conseil de surveillance, un directoire, et puis des directeurs administratifs, juridiques et financiers, commercial, et puis sportifs. Voilà, le président du directoire exploite entre guillemets le club pendant 4 ans, et rend des comptes au conseil de surveillance. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est notre modèle économique, c'est notre modèle de direction ici à Boulazac. Il y en a plein de différents dans tous les clubs, mais je pense que celui-là est plutôt bien adapté, il convient à beaucoup de monde. Et puis on a pu vraiment segmenter, structurer les choses, et que tout le monde reste un petit peu dans son activité. C'est quelque chose d'important. Plus vous montez de niveau, et plus je pense que tout doit être bien carré, bien organisé, que tout le monde ne s'occupe pas de tout. Voilà, ça c'est important, parce que sinon ça devient un petit peu problématique. Aujourd'hui, nous on essaie d'avoir
des lignes directrices qui sont bien respectées. Tout le monde rend des comptes acquis de droit et ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Voilà, donc j'ai voulu, donc ça fait partie des, voilà, les différents métiers possibles. Donc je vous les ai listés rapidement. Président du conseil de surveillance et président du directoire. Il se trouve que, enfin, voilà, ça, ce sont pas des postes, ce sont pas des métiers puisque ce sont des postes qui sont pas salariés. C'est des gens qui sont bénévoles et qui sont passionnés et impliqués pour occuper ces postes-là. Et puis ensuite, ben, on a différents, voilà, le poste de manager général, le poste de directeur sportif, directeur commercial. Je vais essayer de faire un petit focus sur chaque poste parce que ça, vous entendez tous ces mots et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, ben moi, je vais vous donner un petit peu les définitions de ces postes-là. Et bien évidemment, parfois, s'il y a des questions qui me coupent, il n'y a pas de souci. Même si nous, tous ces postes-là ne sont pas mis en place dans notre club parce que c'est la volonté et on a voulu faire un petit peu comme ça. Donc, ben, le manager général, pour moi, qui n'existe pas à Boulazac, aujourd'hui, on a les 3 postes qui sont en dessous, le directeur sportif, la personne de Claude Bergeau, le directeur commercial moi-même, et puis le DAF, qui est Marie Rousier, qui est la directrice administrative, juridique et financière. Voilà, on a ces 3 postes, bien précis dans chacun son activité qui sont en place. Mais le manager général pourrait être une personne voilà, qui pourrait être entre ces postes-là, voilà, qui serait un petit peu le trait d'union entre le président du directoire et tous les postes que je viens de vous évoquer. Ça existe très peu. Je pense que ça existe très peu en France. Aujourd'hui, il y a quelquefois des présidents du directoire qui sont des postes salariés, ça existe, pas chez nous, mais aujourd'hui le manager général qui a vraiment un rôle global n'existe pas. C'est la formation que j'ai fait au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Est-ce que ça viendra un jour à Boulazac? Je ne sais pas. On verra, mais en tout cas, c'est vraiment un poste global qui pourrait, je ne sais pas, qui serait peut-être à l'ordre du jour dans les années à venir, mais c'est pas l'actualité. Donc le directeur sportif, qui est Claude Bergeau chez nous, que tout le monde connaît. Claude a une carrière de coach exceptionnelle à Pau. Il a vécu toutes les plus grandes années avec l'équipe de champion de France et Boris Dio, les frères Pietrus et compagnie. A fini sa carrière de coach chez nous à Boulazac, ce qui nous a permis de remonter sur la deuxième fois, nous sommes remontés en GP Elite. Et on n'avait pas de directeur sportif. Fut un temps, une pseudo-relation sportive m'était également attribuée. Donc, je vous laisse imaginer, c'était pas du tout constructif d'avoir. Moi, j'étais à 95% concentré sur le développement commercial, et puis j'avais une petite responsabilité sportive. Je faisais tous les déplacements avec l'équipe. Enfin, voilà, c'était pas sain, c'était pas constructif, et l'arrivée de Claude et le fait qu'il ait envie un petit peu de prendre du recul et que le club souhaite également donner l'équipe à Thomas Andrieux, qui a été joueur chez nous et qui depuis quelques saisons a pris l'équipe de la meilleure des manières. Ben voilà, tout ça s'est réuni pour se dire on va créer ce poste de directeur sportif qui va vraiment être le relais entre le coach et puis la direction. Voilà. Donc ben, ça se passe bien, ça se passe très bien. Claude a amené toute son expérience, toutes ses compétences pour soulager Thomas de toutes les tâches un petit peu enfin pas superflues, mais qui existaient auparavant, et que Thomas puisse se concentrer sur son recrutement, sa mise en place des entraînements, sa gestion de l'entraînement, son coaching, et pas gérer tous les problèmes accessoires qui sont souvent des choses qui prennent beaucoup de temps, qui sont entre guillemets polluants, parce que voilà, c'est toujours trouver des solutions à des problèmes, et ça fait partie un petit peu des prérogatives de Claude, qui a aussi une vision globale sur la structuration du club. Donc voilà, il est force de proposition avec son expérience pour pouvoir donner des idées pour continuer à structurer ce club qui, je vous rappelle, voilà, on est vraiment très très jeune dans le milieu du basket professionnel. Donc s'inspirer des gens qui ont de l'expérience, c'est toujours intéressant. Voilà le poste
pour moi la fiche de poste entre guillemets succincte de Claude. Vous pourrez vous en parler des heures, mais voilà, je vais pas faire trop long. Le poste de directeur commercial, je vais vous en parler un petit peu plus tard sur le développement de la politique commerciale qu'on a mis en place depuis 15 ans. Le poste de DAF, le directeur administratif juridique, voilà, c'est une directrice financière, en fait, administrative et financière, qui gère tout ce qui est administratif et qui gère les autres salariés, du bureau, secrétaire, comptable, et qui est en rapport, qui est en lien avec la direction pour faire que tout se passe bien. Le team manager, on pourrait associer ce poste à nos intendants d'il y a 20 ans. Voilà, team manager, c'est vraiment une personne qui est auprès de l'équipe et une fois de plus qui gère toutes les problématiques pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Donc, une équipe professionnelle a des joueurs, a des appartements, a des véhicules, toujours des problématiques puisqu'on a 50% de nos joueurs qui sont étrangers. Donc le team manager, c'est vraiment un travailleur de l'ombre, très très important, qu'on voit pas beaucoup, mais quand on travaille dans un club professionnel, tous les gens savent que ce poste-là, il est très important puisque c'est le bras droit du directeur sportif aussi, et c'est pour moi celui qui gère toutes les merdes. Et c'est important pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Il y a aussi les responsabilités des déplacements, puisqu'il suit l'équipe en déplacement. Et c'est quelque chose qui est très très important et qu'il faut surtout pas négliger pour le bien. La finalité, c'est dans une équipe, la finalité, c'est qu'on gagne des matchs, les joueurs soient bons, soient dans les meilleures conditions. Et ce poste-là en fait partie. Enfin, tous les postes, bien évidemment, autour de l'équipe font partie, amènent la pierre à l'édifice pour que les joueurs soient le mieux possible sur le terrain et soient performants et fassent gagner l'équipe, puisque c'est la finalité. Responsable communication, c'est un poste donc plutôt plus administratif. On s'éloigne un peu du sportif, mais que nous, on a créé depuis 2-3 ans avec l'arrivée de Linda, qui est très très important, puisque de nos jours, la presse écrite existe toujours, mais aujourd'hui, les gens vivent avec la com, vivent avec leur téléphone, vivent avec les infos qu'on reçoit tous les jours et dont nous sommes très très friands. Donc aujourd'hui, avoir une responsable communication qui donne à manger entre guillemets à tous nos fans et donne une bonne image du club, c'est très 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 important. Et aujourd'hui, on est ravis de l'avoir et c'est quelque chose qui est indispensable dans un club sportif professionnel pour faire passer une bonne image, pour communiquer. C'est ça, c'est très simple. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus très très importants et on doit optimiser au maximum ces choses-là. Voilà pour les différents postes. Moi, j'ai un collaborateur commercial avec moi qui travaille depuis 5 ans et qui est aussi très très important. J'ai été tout seul pendant 12 ans, je crois. Je me battais avec mon président pour des fois embaucher quelqu'un. Et Johan m'a rejoint. Et c'est quelque chose de... ça fait partie aussi, c'est quelqu'un avec qui je m'entends excessivement bien. Ça fait partie, je vous disais que je suis là depuis 20 ans et je n'ai pas vu passer ces 20 premières années parce que j'étais dans un projet toujours en plein développement. Mais l'arrivée autour de moi de tous ces postes-là ont été source de stimulation. Je vous parle de mon collaborateur commercial qui a 27 ans. Voilà, il travaille avec des jeunes, c'est quelque chose de stimulant et c'est important pour rester motivé et pas avoir envie de changer de club, et pas avoir envie de changer de métier. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Voilà pour les différents postes. S'il y a des questions, pas de problème. Ouais, Pierre, il y avait une question un petit peu sur la gestion de la crise ici. C'est-à-dire que est-ce que le fait d'avoir eu plus de professionnels, c'est une lourdeur ou au contraire une chance, on va dire, un petit peu pour gérer ces moments d'éloignement forcément Oui, non, c'est une chance, bien évidemment, c'est une chance de pouvoir d'avoir beaucoup de professionnels dans le club. Tout le monde a essayé, encore une fois,
de s'occuper de son activité pendant cette crise. Donc la mienne, bien évidemment, c'était ça a été même si on est en chômage partiel, donc c'était d'essayer de rester un petit peu proche de mes partenaires. Donc j'ai passé quelques coups de téléphone pour prendre de leurs nouvelles, mais sinon après le sportif a essayé de réfléchir à la construction de l'équipe. Et puis non, c'est vraiment quelque chose d'avoir une structure étoffée et quelque chose d'important dans les bons moments et dans les moments difficiles comme celui qu'on vient de passer, dans lequel on est toujours, puisque ça permet voilà, d'avoir. C'est notre équipe. Tout ça, c'est vraiment notre équipe et on est solidaire pour se dire qu'on a vécu des très bons moments avant, on s'est construit, on s'est développé, et grâce bien évidemment à la présence de tous. Aujourd'hui, je parle, mais moi je serais peut-être pas grand-chose si mon président de l'époque, M. Oudou, n'avait pas eu l'idée de continuer année après année à structurer le club et à faire rentrer tous les ans un salarié supplémentaire. Aujourd'hui, une petite structuration par rapport aux autres clubs de JP Elite, mais malgré tout, ça reste quelque chose de très très correct et on est pratiquement bien staffé dans tous les domaines. Donc non, ça je pense que c'est encore une fois quand vous êtes staffé comme ça, quand il y a du monde, ça permet de recentrer vraiment l'activité de chacun et d'être vraiment performant dans son activité. Parce que si vous faites tout, vous allez vous disperser, vous allez être un peu bon là-bas, un peu pas bon, un peu oublié. Là, on est concentré chacun sur son activité et c'est le mieux. Alors, il y a une question qui est posée sur aujourd'hui, vous avez combien de salariés en tout au club? Et moi, en fait, il y a une question qui est centrale parce que tu as bien évoqué le fait que vous aviez essayé de vraiment tracer les lignes sur les missions de chacun pour que personne ne se marche dessus. Mais comment se fait la liaison entre vous? Est-ce que vous avez un endroit où vous êtes tous présents? Est-ce qu'il y a une relation jour après jour avec l'équipe ou est-ce que vous êtes très éloignés, vous les voyez jamais? Qu'est-ce qui fait la force, on va dire, un petit peu de cette équipe, le fait qu'elle soit soudée peut-être? Comment vous avez construit ça, quoi? Ouais, c'est une bonne question. Non, donc j'ai remis l'organigramme. Pour que vous voyez un petit peu. Donc déjà pour répondre à la première question, au niveau le nombre de salariés, alors je ne parle pas avec les joueurs, non, sans les joueurs, on doit être 12 ou 13, je crois. Donc ça commence en incluant les coachs, bien évidemment coach, assistant coach, directeur sportif, kiné, préparateur physique, voilà pour le sportif, administratif, donc directeur commercial, DAF, secrétaire, comptable, responsable com, et on a un stagiaire juridique qui est là. Donc ça, vous le voyez sur l'organigramme, la dernière ligne. J'oublie pas le team manager qui est important. Donc voilà un petit peu tous nos salariés. Aujourd'hui, nos bureaux étaient dans le Palio jusqu'au mois prochain. Les bureaux administratifs étaient dans le Palio et les bureaux sportifs étaient à l'Agora. Donc c'est vrai que c'était pas l'idéal. À partir du mois prochain, tout le monde sera à l'Agora. Tous les bureaux administratifs et sportifs seront dans la même zone et ça va vraiment faciliter les choses. Aujourd'hui, on se mettait bien évidemment dans des points réguliers administratifs hebdomadaires avec tous les gens administratifs et les trois directions administratives, commerciales et sportives, on se faisait des points également hebdomadaires pour lister toutes les problématiques à voir pour faire avancer les choses de manière constructive. Et puis ensuite, un point régulier avec notre président du directoire, qui était plus souvent par mail, puisque cette personne a un emploi ailleurs, est très très occupée, et donc on lui communiquait régulièrement, bien évidemment, l'avancée des problématiques et tous les paramètres du club, souvent par mail, même s'il essaie de s'impliquer le plus possible. L'arrivée dans notre nouveau lieu de vie, l'Agora, va être quelque chose de primordial pour continuer à mettre en place des choses constructives pour le club. Moi, il se trouve que j'ai des très bonnes relations avec l'entraîneur Thomas André. On a nos petits moments à nous, c'est-à-dire embaucher, venir boire un café
tous les matins avant d'embaucher. Donc là, ça permettait aussi un lien amical et professionnel, puisqu'on abordait aussi quelques sujets professionnels, même si moi j'ai pas de, 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 de prérogatives par rapport à lui, et c'est simplement il connaît les problématiques et moi je connais les siennes, donc ça c'était important. Mais le lieu de vie commun est quelque chose d'exceptionnel, et de pouvoir avoir cet espace-là où on en parlera, on mettra en valeur bien évidemment, mais comme ce qui a été fait avec le Palio, aujourd'hui le Palio, le modèle économique du Palio qu'on a évoqué au départ, c'est quelque chose qui nous est envié, et de nombreuses communes, villes viennent à Boulazac pour voir le Palio, connaître un petit peu le mode de fonctionnement pour voir si c'est quelque chose d'adaptable dans leur ville. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions par rapport à ça pour expliquer le premier document que je vous ai parlé, c'est-à-dire l'exploitation du Palio. Mais aujourd'hui, cette salle est viable, cette salle est intéressante et intéresse beaucoup de villes. Notre centre d'entraînement, dans lequel on va prendre possession vraiment à 100% à partir du début de voilà, cet été, sera, j'en suis sûr, mis en valeur au niveau national. Alors bien évidemment, pour avoir ce centre, il faut encore une fois avoir le soutien des collectivités publiques, puisque c'est une salle municipale, donc elle nous est mise à disposition. On va payer un loyer aussi pour être dedans en tant que société professionnelle. Mais malgré tout, c'est quelque chose de très très important. Je suis persuadé que ça facilitera nos relations. In fine, ça se verra aussi sur le terrain, et je suis persuadé que si Boulazac réussit sportivement année après année à se pérenniser, à rester en JP Elite, ce sera aussi parce que derrière, tout a été envisagé pour optimiser un petit peu les relations de tout le monde, et que ça se passe mieux, même si on sait que le problème économique, financier, on ne fera jamais partie des gros budgets de JP Elite. Vous allez voir tout à l'heure, je vous expliquer un petit peu comment ça se passe financièrement, mais malgré tout, ce sport fait qu'on peut exister, on l'a prouvé depuis 3 ans, qu'on peut, même avec un petit budget, réussir des choses et pérenniser le club. Ok. Il y a 3 questions, dont 2 qui sont liées vraiment à votre structuration là, professionnelle. Un sur quelle masse salariale hors sportif vous allouez, on va dire, au fonctionnement du Boulazac Basket Dordogne. Et puis, après le poste a priori de secrétaire et celui de commercial, quel a été le poste, on va dire, prioritaire structurellement lors de votre passage de semi-pro à professionnel? Donc ça, c'est un peu les 2 questions qui sont liées à votre structure actuelle. Ouais, alors la masse salariale administrative, je ne saurais pas trop. Il faudrait voilà, le budget du club. On va en parler tout à l'heure. Le budget du club, c'est 3,8 millions. Donc ça fait partie. Voilà, on était l'avant ou l'antépénultième budget de JP Elite cette année. Sur ces 3,8 millions, la masse salariale joueurs et coach représentait, je crois, 3,4 millions. Et l'administratif, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je vais rien vous dire par rapport à ça, mais c'est sûr que c'est incomparable avec la masse salariale administrative. Ça reste des salaires qui sont corrects, mais c'est pas démesuré, on n'est pas dans le foot ou dans le rugby, bien évidemment. L'autre question, le premier poste du passage semi-pro à pro, au-delà du commercial, je pense que le poste de directrice administrative est important. Voilà. Ça, c'était de DAF. Le poste de DAF est important puisque c'est quand même pour moi, c'est quand même le relais entre le président et tout le reste du club. Les clubs qui arrivent, à un moment, ils sont semi-pro. Bien évidemment, le président a souvent, toujours une autre activité et pas forcément tout le temps au club. Je pense qu'il faut qu'il y ait un garde-fou, quelqu'un qui cautionne vraiment le budget du club et les dépenses. Et le poste de DAF, pour moi, est important quand on arrive à ces niveaux-là. Il ne faut pas que tout le monde s'occupe de tout. Bien évidemment, le sportif va avoir envie de dépenser de l'argent pour avoir des meilleurs joueurs, pour avoir des meilleures conditions, mais il faut un garde-fou, et je pense que le DAF en est le meilleur exemple.
pour transmettre les informations et veiller à ce que la pérennité financière du club ne soit pas impactée par les diverses dépenses qu'on a tous les ans et rester dans un budget. Ok. Une question qui sort un petit peu de votre contexte, mais comme toi tu l'avais dit, tu étais venu sur Fougères et puis aussi sur Ploufragan nous faire un petit peu une intervention. C'est dans un club amateur, pour toi, quel serait un petit peu l'organigramme, on va dire, pas rêvé, mais qui serait à mettre en place, toi, sur un club aujourd'hui qui serait entre la N3 et la N1, on va dire Ouais, eh bien, je pense que au niveau sportif, même dès la N2, je crois qu'avoir, alors bien évidemment en plus du coach, avoir quelqu'un qui le poste de directeur sportif, je pense que c'est important aussi pour, encore une fois, au départ, pour moi je vois le confort du coach. Je pense qu'avoir une personne, alors on l'appelle directeur sportif, on peut l'appeler team manager en National 2, ça peut être un team manager, voilà, qui gère. L'idée, c'est enlever tous ces points négatifs que le coach a à gérer en dehors de son équipe. Et quelqu'un qui prend un petit peu de la hauteur, qui gère ces problématiques-là. Alors, il faut qu'il soit vraiment en accord avec l'entraîneur et avec la direction. Mais je pense que ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui gère les déplacements, qui gère les problèmes, qui peut parler du sportif un petit peu avec le coach, même si pour moi le coach doit être la personne qui décide. Hein, on n'est pas dans le foot. Donc je pense que en National 2, créer ce poste-là, ce sera constructif, qui sera aussi un relais auprès du président pour transmettre un petit peu les informations du sportif auprès du président. Je pense que ça c'est quelque chose d'important. Après, oui, je pense qu'en National 2, le poste de DAF n'est pas forcément indispensable, mais je pense il faut y venir et ce serait une belle structure. Je sais un petit peu ce qui se passe dans le club de Fougères. Je pense que dans les clubs de N1, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'ils sont dans la bonne direction et vraiment ce club de Fougères me rappelle Boulazac quand j'ai commencé. Voilà. D'une part, de la configuration de la salle elle ressemble exactement à notre ancienne salle, à la salle de l'Agora. Donc ça m'a rappelé quelques bons souvenirs. Mais je pense que la ville de Fougères a tout à fait la capacité. Alors je ne parle pas de Jeep Elite, hein, mais de monter en N1 et pourquoi pas d'un jour d'être en Pro B, parce que économiquement, je suis persuadé que, encore une fois, même si je crois qu'il y a un ou deux clubs de foot là-bas, mais économiquement, je pense que c'est sans commune mesure avec ce qui se passe sur la Dordogne. Donc, s'il y a des gens motivés, j'espère que dans quelques années, ils seront, voilà, ils n'étaient pas loin de pouvoir être en N1 cette année. Voilà, donc c'est tout ce que je leur souhaite. Ok, une dernière question avant de peut-être continuer à dérouler. La proportion de postes administratifs à plein temps ou partagés ou à mi-temps dans le club? Chez nous Oui. Non, non, tout le monde est à plein temps. On peut pas s'impliquer en étant à mi-temps. Je pense même là, voilà, je rebondis sur l'autre question. On peut pas. Je pense que pour être performant, même en National 2, on doit avoir des gens à plein temps. Voilà. Il faut que les gens soient concentrés à fond sur leur objectif et on peut pas se partager en disant je suis qu'à mi-temps. Non, non, c'est gagne petit. On peut être exigeant avec des salariés en leur donnant des conditions de travail idéales, mais il faut que pour moi le salarié doit être à plein temps concentré sur son emploi. Ok. Je pense qu'on peut passer à la suite, sachant que je crois que quelques questions là, qui sont apparues seront abordées après. Donc, Ok. Alors, tac, tac, tac. Donc ensuite, j'aimerais bien aborder quand même l'histoire de la politique, enfin, la charte graphique qu'on a changée depuis cette année, parce que ça c'est important. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Je vois qu'il est 10 heures déjà, donc ça passe vite. Les
les principes organisationnels, voilà, les principes organisationnels de notre club, on a quand même quelques paramètres qui sont surprenants. Donc, le président du conseil de surveillance et le président du directoire, ça vous en ai parlé, les directeurs. On a un capital. Le club est une société. On a mis en place un capital qui s'est développé d'année en année et qui fait aujourd'hui 400 000 euros, qui nous permet d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre tranquillement. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les fonds de réserve. Et je trouve que quand on fait un budget prévisionnel et que le budget est positif, hein, puisqu'il y a des années où on a trouvé plus d'argent qu'on avait imaginé, même si on est une société avec des actionnaires, aujourd'hui, il y a deux notions au moment de la création de la société qui ont été mises en place par mon président. C'est que un dirigeant ne peut pas être salarié. Voilà. Si vous êtes dirigeant au club, vous êtes bénévole. Et s'il y a des dividendes, ils ne peuvent pas être reversés aux actionnaires. Donc, les dividendes sont replacés en fonds de réserve et ça nous permet aujourd'hui d'avoir 650 000 euros sur nos comptes qui nous permettent de parer en cas de coup dur ou voilà, d'avoir un club sain. Et ça, c'est quelque chose de très, très important aussi dans l'image qu'on donne à la Ligue nationale de basket à ce niveau-là. Donc ça, c'est très, très important et c'est un paramètre que je voulais mettre en avant. Les budgets de Jeep Elite, donc voilà, je vous les ai mis. Donc vous voyez un petit peu où était Boulazac. Ben voilà, ça se développe, mais malgré tout, on fait partie des petits budgets. C'est comme ça. Il n'y a pas de honte à ça. On se développe tous les ans. On espère dans quelques années déjà passer la barre. On espérait passer la barre de 4 millions d'euros et puis se rapprocher de 5 millions d'euros dans les années à venir. C'est pas voilà, on verra ce qui va se passer avec cette crise, mais c'est pas grave. Je me disais que même en étant un petit budget, aujourd'hui au niveau des masses salariales, on a fait des efforts pour avoir une masse salariale qui n'est pas l'antépénultième de Jeep Elite, comme le classement au niveau des budgets, mais on est un peu plus haut parce que voilà, on a notre structure administrative qui est financièrement limitée, parce qu'on n'est pas nombreux par rapport à d'autres clubs de Jeep Elite et on a pu mettre un peu plus d'argent sur les masses salariales. Donc là, vous avez les évolutions de budget sur les 10 dernières années. Donc vous avez vu, voilà, vous voyez un petit peu comment ça s'est passé. Donc il y a eu deux pics, évidemment en 2012-2013, la première montée en Pro A, et puis ensuite une évolution somme toute intéressante qui a pris vraiment un gros coup sur les 2 dernières années où voilà, c'est quelque chose qui s'est bien développé, donc on a plutôt bien travaillé. Même chose pour le partenariat privé en jaune, qui est notre activité à Joanne et moi, où sur les 2 dernières années, notre arrivée en Jeep Elite, notre retour en Jeep Elite, a évolué de manière conséquente, très conséquente, pour arriver aujourd'hui à 2 millions d'euros de partenariat sur un budget de 3,8 millions. Donc ça, c'est celui de l'année dernière, le calendaire de l'année dernière. Mais vous voyez que voilà, le budget repose en grande partie sur le partenariat privé. Donc on en prend extrêmement soin pour que ça perdure. Et même si les collectivités existent et sont très très importantes, vous voyez par exemple les droits télé qui sont ridicules dans notre budget. Les affluences, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez Boulazac, Strasbourg, Pau, Lasvel, Le Mans, Limoges et Boulazac juste derrière. Donc c'est surprenant, mais ça fait partie de nos forces de dire voilà, on peut mettre plus de 4500 personnes de moyenne dans notre salle et on est bien au-delà bien évidemment de la moyenne de Jeep Elite qui était à 3005 sur la saison dernière. Ok, il y a une petite question quand même d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que donc toi tu es à temps plein, tu as une autre personne à temps plein, mais faites-vous aussi appel à des sociétés qui seraient rémunérées sur un pourcentage qui ramènerait? Non, on n'a jamais voulu mettre ça en place. Encore une fois, il y a des clubs qui le font, mais on a voulu toujours, on a toujours tout voulu faire en interne. Moi, j'avais réfléchi à cette éventualité. Ça existe souvent sur des gros clubs, sur des grosses villes, où ils le font carrément en régie
voilà, une régie publicitaire qui gère leur commerce. Nous, on a voulu vraiment avoir des gens, voilà, mon arrivée en tant que ancien joueur, c'est quelque chose qui est très très apprécié de tous les chefs d'entreprise. Et faire travailler une régie, importer des commerciaux qui sont pas forcément à fond sur le projet, ça n'a pas été quelque chose de validé par la direction. On a préféré prendre du temps, attendre, et une fois que le club était plus sain financièrement, d'embaucher un deuxième commercial pour continuer à avancer. Mais les régies, je pense que ça peut être idéal sur les gros clubs. On n'en a pas forcément besoin et notre modèle économique au niveau commercial, je pense qu'il est idéal. Peut-être qu'on aurait besoin à terme, j'espère, ce serait bon signe, d'embaucher une troisième personne. Voilà, ça fait partie des réflexions. Mais sinon, on n'en a pas de régie extérieure. Ok. Alors, là, je voulais passer, alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, je voulais passer vraiment sur le changement d'identité qu'on a mis en place, que vous avez pu découvrir au début avec le changement de nos couleurs. Donc, on a réfléchi l'année dernière, avant le début de cette saison, à pouvoir modifier un petit peu les couleurs et le logo du club. On était sur des couleurs bleues et blanches depuis toujours. Et donc on s'est dit, il faut qu'on change quelque chose. Il faut que notre identité soit encore plus mise en valeur. Et on a fait une sorte de brainstorming pour voir un petit peu. On a interviewé toutes les personnes du club pour savoir un petit peu ce qu'était le club. Tous les mots que vous voyez là, c'est ce qui est ressorti principalement de ce qu'était le club pour les gens. Donc ça a été important pour essayer d'imaginer notre futur logo, notre future couleur, nos futures couleurs. Et on avait, donc vous voyez l'histoire des 4 couleurs qui ressort, quelque chose d'important, puisque depuis quelques années, on avait sur nos matchs à l'extérieur, où l'équipe doit jouer avec des maillots foncés, décidé de mettre en place nos 4 couleurs. En fait, le Périgord a 4 couleurs, le pourpre, le noir, le blanc et le vert. Et on a voulu mettre sur notre maillot en place ces 4 couleurs. Et on jouait depuis quelques temps à l'extérieur avec ce maillot-là. Il se trouve que ce maillot était très très apprécié et on a décidé d'en faire notre maillot à domicile puisque l'identité était très très forte. Et voilà ce que ça a donné l'année dernière. Et bien, on a changé notre maillot et le maillot à l'extérieur est devenu maillot blanc et le maillot à domicile est devenu maillot noir avec les 4 couleurs. Les 4 couleurs du Périgord qui apparaissent, qui sont uniques. Aujourd'hui, Boulazac se reconnaît. Vous avez la carte de la Dordogne avec les 4 couleurs du Périgord à droite. Et aujourd'hui, on peut reconnaître notre maillot qui est très très singulier avec ses manches de couleurs différentes, le scapulaire, le blanc et le noir. Et vous pouvez voir que le mot Boulazac n'apparaît presque plus sur notre maillot. Mais on a voulu mettre en valeur le mot Périgord. Périgord, qui est l'autre appellation de la Dordogne. Aujourd'hui, les gens connaissent plus facilement le mot Périgord que le mot Dordogne. Donc c'est notre identité et on a recueilli vraiment beaucoup de félicitations de tous les gens de notre département par rapport à ça, parce que les gens sont très très attachés à leur département, qui en plus était un département qui n'était pas un spécialiste du sport de haut niveau et aujourd'hui est capable de dire on a une équipe qui joue parmi les 18 meilleures équipes françaises. C'est une grande fierté pour tous nos abonnés, nos fans et nos partenaires de dire on peut y arriver, on peut jouer contre Monaco, contre Strasbourg et contre Lyon. Donc ça c'est voilà là, le changement de couleur et de logo qui a été lancé l'année dernière. Donc j'ai un petit film à vous passer, donc je vais vous le passer après. Donc voyez, l'appellation Périgord et puis mettre en valeur les figures pariétales de la grotte de Lascaux qui est en Périgord pour les gens qui ne le savent pas. Donc on a mis en valeur ces figures pariétales qui apparaissent sur les manches. Voilà. Et vous allez voir que notre logo a changé. Je peux lancer, comment je fais pour lancer un film, François?
Alors, normalement, si tu as la petite vidéo, tu peux la mettre. On sera moins sûr des résultats parce que de temps en temps, c'est un peu saccadé. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Tac. Alors, il est là, excusez-moi. Je suis meilleur sur le terrain que dans l'informatique, hein. Chacun son. Voilà. Voilà la vidéo pour le lancement de notre nouveau logo et une nouvelle couleur. Marche, François? Ouais, alors on n'a pas forcément le son. C'est malheureusement la difficulté avec le GoToMeeting. Ouais, c'est un peu saccadé. Voilà. Bon. Enfin, c'est dommage s'il n'y avait pas le son, c'était un peu saccadé, mais voilà ce qu'est notre nouveau logo. Il plaît pas. Voilà, c'est toujours délicat de donner satisfaction à tout le monde. Mais on a voulu mettre en place sur ce logo l'auroch de la grotte de Lascaux. Retrouver nos 4 couleurs. Bien évidemment, le mot BBD est resté puisque ça fait vraiment partie du nom de notre club. Et puis le mot Périgord qu'on a voulu également, qu'on a voulu vraiment mettre en avant. Et donc on a relooké notre salle avec ces 4 couleurs pour que les gens se sentent vraiment concernés de manière très très importante de cette identité très très forte qui a été mise en place. D'accord. Tu pourras peut-être, si tu souhaites, nous envoyer la petite vidéo et qu'on mettra en Ouais, lien ouais, avec le tout à document. fait. Ouais, celle-là, j'en ai une autre aussi qu'on a, mais qui sera, je sais pas si je vous la passerai, puisque s'il n'y a pas le son et si, voilà, c'est un petit peu sur l'émotion. Donc voilà notre logo décliné, mais ça fait partie de notre changement ça fait partie du changement. Et ben, voilà, vous voyez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Moi, je suis toujours fier, content de porter les couleurs de mon club. Ça fait partie du concept. Je sais que ici en Dordogne, eh bien, voilà, on est sur une petite ville, donc on est connu, on est reconnu. On doit faire attention. C'est vrai que représenter les couleurs de son club, c'est quelque chose qui est très important. On a changé aussi notre mascotte. On avait un lion qui était un lion parce que je l'avais vendu à un partenaire qui était Peugeot. Et donc, on a changé notre mascotte avec un auroch. Ça a fait parler aussi, comme toujours. Il y a des gens qui l'appréciaient, d'autres un peu moins. Et puis, et ben, à la fin avant le confinement, on a fait revenir, on a fait revenir l'ancienne mascotte. Aujourd'hui, on a 2 mascottes, l'auroch et le lion, et ça se passe plutôt pas mal. Euh, on a aussi l'année dernière mis en place euh, notre notre bus qui est décoré aux couleurs qui était qui est décoré aux couleurs du département avec notre logo, notre ancien logo, qui va être fait, je pense, cette saison, mais aussi qui est quelque chose d'important parce que il se promène partout en France et il est plutôt flashy, donc c'est quelque chose que les gens voient et c'est une bonne image par rapport au club. Alors après, j'avais un autre dossier sur la politique commerciale, mais peut-être qu'il faudra faire un autre. Je vois qu'il est déjà 10h15. Est-ce que tu veux que je continue? Est-ce qu'on refait un point? Il n'y a pas de souci.
A priori, il y a quelques personnes qui forcément nous ont quittés pour d'autres obligations, mais écoute, on peut, pour toi, te laisser du temps en tout cas. Vas-y. Hein. Ok. Bon, ben, la politique commerciale, voilà. Enfin voilà, c'est ce que j'ai mis en place et ce qu'on a mis en place aujourd'hui avec mon collaborateur depuis des années. Donc voilà un petit peu les quelques phrases qui sont très très importantes pour aujourd'hui. Je vous parlais du budget qui représente presque 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, ils viennent grâce à 440 entreprises partenaires. Donc j'ai commencé, il y en avait une trentaine. Aujourd'hui, on est 440. C'est colossal, c'est énorme de s'occuper de tous ces gens-là. Surtout que voilà, on ne déroge pas à la règle et on s'occupe d'eux exactement de la même manière que ce que je faisais quand il y en avait 30. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps avec eux, on va les voir et on a su tisser des liens qui vont au-delà de simplement le côté commercial. Les gens sont vraiment partie prenante de s'embarquer dans cette histoire par rapport à diverses choses et nous on est là pour vraiment le faire vivre aussi bien moi que Johan. On est à fond là-dedans et le relationnel qu'on a mis en place est prépondérant. Donc voilà quelques petits paramètres. Pourquoi devenir partenaire? Donc c'est des arguments qu'on essaie d'évoquer quand on va voir ces chefs d'entreprise. Mais franchement, je vais pas vous dire que c'est facile puisque économiquement c'est toujours délicat de faire sortir de l'argent à des entreprises. Mais on vend quelque chose ici en Dordogne qui est très très apprécié, le fait de la rareté bien évidemment puisque on est le seul club du département. On a presque 5000 personnes dans une salle et on a une salle qui est très très qualitative. Le chef d'entreprise qui bosse comme un fou toute la semaine, il est aussi content de. Alors c'est peut-être plus facile à dire en JP League qu'en National 2, mais voilà, j'ai souvenir de quand j'ai commencé dans mon ancienne salle, les premières choses que j'ai mises en place, c'était de proposer des choses qualitatives aux partenaires et même s'il y en avait moins, je voulais que le partenaire il soit privilégié, il soit chouchouté, il est quelque chose, il paye plus cher que l'abonné lambda, mais il a une attention particulière, déjà du relationnel que j'ai avec lui, et puis d'avant-match, à la mi-temps, après match, mais même dans vos clubs de N2, vous pouvez réfléchir et, et préparer une petite attention particulière pour ce chef d'entreprise qui, en général, bosse comme un fou toute la semaine, et qui sera ravi le samedi de pouvoir dire à son épouse et à ses enfants venez, habillez-vous, on va au basket, vous allez passer un bon moment, il fait chaud, vous serez bien accueillis et vous pourrez boire une coupe de champagne. Voilà, c'est vraiment, on a un sport qui se prête vraiment parfaitement pour faire venir des chefs d'entreprise qui bossent toute la semaine comme des fous et qui veulent malgré tout le samedi être bien accueillis, que ça se passe bien. Donc, je travaille comme ça en National 2, je travaille toujours comme ça en Jeep Elite. Ça qu'on a beaucoup plus de réceptifs à droite à gauche, mais malgré tout, l'attention portée aux chefs d'entreprise, elle est pour moi prépondérante. C'est pour ça que on peut pas faire ça en étant à mi-temps ou sans être à fond passionné par son métier. Au-delà bien évidemment de ce côté économique où il faut trouver de l'argent. Une fois qu'on est au rendez-vous, je pense qu'il y a 80% du temps qui est dédié à autre chose que parler argent. Voilà, il y a 20% on parle d'argent et 80% on parle d'autre chose. Toute la saison après, il faut entretenir ça pour que le partenaire, peu importe ce qui se passe, il a envie de continuer la saison suivante. Donc après, voilà, il y a plein évidemment de. Moi, je ferai passer le PowerPoint de toute façon. François, s'il y a des gens qui le veulent, il n'y a aucun problème. Donc fédérer, dynamiser, voilà, c'est quelque chose aussi en interne qui est très important pour une entreprise de dire qui s'implique dans un club sportif professionnel et aujourd'hui, peu importe le niveau, je pense qu'il faut mettre ça en valeur. Donc, ça implique bien évidemment une animation particulière et au-delà des matchs, on met en place voilà, une trentaine d'événements organisés tout au long de l'année où on propose des déjeuners, des after-work, des visites d'entreprise. Voilà, toujours
on a 440 entreprises partenaires. À chaque fois qu'on organise quelque chose, on a entre 40 et 70 personnes. Donc, entre guillemets, c'est pas beaucoup, mais malgré tout, tous les partenaires sont conviés. Et après, vient qui veut, mais malgré tout, les gens sont sensibles à ce qu'on leur propose quelque chose et à ce qu'on, voilà, qu'il y ait une animation autour du club. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Ensuite, la visibilité, bon, ça, c'est pas très important. C'est tout ce qu'on vend dans la salle. Mais ça, c'est plutôt classique et peu importe le niveau. C'est rajouter le digital. Ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on gagne de l'argent même en vendant des choses sur le digital. Donc, ça fait partie des nouvelles prestations qu'il faut mettre en place pour donner satisfaction à tout le monde. Donc, les offres qu'on propose, ben, on essaye, voilà, nous on a 1, 2, 3, 4 espaces VIP d'avant-match, de mi-temps, d'après-match. Donc on essaie vraiment tous les ans de réfléchir à des nouvelles prestations pour donner satisfaction toujours aux partenaires. On a une idée là pour inventer une nouvelle prestation. J'espère qu'elle aura lieu dans le Palio. Voilà, aujourd'hui on était inquiet parce qu'il n'y avait plus beaucoup de places à vendre, surtout les places VIP. Donc on a réfléchi. J'espère qu'on aura un nouvel espace sur lequel on pourra communiquer, qui passera sûrement pas inaperçu l'année prochaine, s'il voit le jour. Mais le but du jeu, c'est d'être inventif. Et le chef d'entreprise, quand vous allez le voir, moi souvent quand j'arrive, je le connais bien, hein, les gens c'est des amis, mais la première question qu'ils me disent, t'as inventé quoi Pierre cette année Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc je pense qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit, se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de nouveau. Aller voir à droite à gauche, aller dans d'autres clubs de basket, peu importe le niveau, aller dans d'autres sports aussi pour voir ce qui se fait et voir ce que vous pouvez adapter un petit peu en fonction de votre environnement. Mais franchement, c'est pas compliqué et je pense que tous les clubs peuvent améliorer les choses avec de la bonne volonté, pas forcément beaucoup d'argent parce qu'au début on a plein d'argent et le président ne veut pas qu'on mette de l'argent sur des choses qui pour l'instant ne rapportent pas d'argent, donc il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible. Voilà quelques images de ce qu'on organise, des repas, des soirées dehors. C'est souvent autour de boire un coup et de manger. Hein. Ça fait partie du. Ça n'a rien à voir avec la Dordogne, mais la convivialité passe souvent par là et boire un coup, manger, être disponible, être attentif. Voilà, c'est quelque chose d'important. Après, nous, on a fait quelques petites partenaires. On a lancé depuis quelques années, souvent tous les clubs, on voit les résultats des matchs par SMS. Ben, nous, depuis quelques années, on a lancé, on le fait, mais par exemple, sur les matchs à l'extérieur, on envoie des SMS à la fin de chaque carton. Donc le partenaire reçoit l'évolution du score carton par carton, qu'il soit en France ou à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui les SMS, ça coûte pas beaucoup d'argent, mais c'est une personnalisation qui est très très forte. Et moi, souvent, les gens m'en parlent parce que quand ils font des repas entre eux et que les téléphones sonnent quand le bébé joue à l'extérieur et qu'il y en a un qui n'a pas le téléphone qui sonne, ben c'est souvent voilà, c'est le petit signe d'attention très très fort qui fait qu'ils reçoivent toujours des SMS 4 fois pendant le match à l'extérieur. Et puis voilà, quelques paramètres importants d'attention, l'interlocuteur à la disposition, les newsletters qui reçoivent toutes les semaines, qui est fait par notre responsable com, l'achat, la priorité, et puis organiser des événements extra basket. C'est aussi des choses qui plaisent beaucoup à tous ces partenaires. Voilà, je crois que c'est peut-être la dernière slide. Il y avait quelques questions qui portaient sur l'évolution entre la partie professionnelle et puis cette liaison qui a dû se créer sans doute avec le club historique ou club amateur ou la partie formation du club. Non, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose dont Claude prend extrêmement soin. C'est vrai que l'association BBD, qui a ses bureaux dans l'Agora, bien évidemment la salle où on va être aujourd'hui, qui est représentée par une présidente, et où il y a
il y a 3 ou 4 salariés, je crois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Avec le temps, souvent on essaie de s'en éloigner, mais l'arrivée de Claude fait aussi que c'est un lien supplémentaire avec l'association. On doit avoir de bonnes relations avec son association. Voilà. Ça, c'est clair que vous ne pouvez pas vous mettre les pros d'un côté, l'asso de l'autre. On doit avoir des bonnes relations. Donc, notre unité de lieu va améliorer encore plus ces relations-là, puisque on sera ensemble tous les jours. Et je suis persuadé que ça facilitera les choses. Ça a été quelquefois compliqué. Ça va aujourd'hui, ça va plutôt très bien. Et puis on a la politique du club. J'en ai pas parlé, mais on a vraiment envie de pouvoir à terme lancer des jeunes. Alors c'est difficile, hein, mais on a dans notre centre de formation des jeunes qui sont issus du département de la Dordogne, de l'Aquitaine, voilà, du Sud-Ouest. Et j'espère que dans quelques années, on aura des jeunes qui signeront des contrats professionnels. On en a déjà sorti quelques-uns, hein, mais aujourd'hui, ça fait partie de la volonté du club de dire on met l'accent sur le centre de formation, on forme des jeunes en espérant que quelques-uns deviendront professionnels à Boulazac d'abord pour commencer. Donc ça, c'est vraiment un lien très important et l'association est très très fière de dire que les jeunes qui sont sortis, qui sont aujourd'hui professionnels, comme Stéphane Gauthier, qui était à Angers, Alexandre Gegelenk, qui signe à Chalon l'année prochaine, j'ai vu ça, et puis Dylan Alfomama, qui va revenir, enfin, qui va signer son premier contrat professionnel l'année prochaine. Ben, c'est des jeunes qui sont issus de notre centre de formation, issus de l'association et qui aujourd'hui ben voilà, sont professionnels. Donc l'asso est importante là-dedans et j'espère qu'elle sera encore plus dans les années à venir. Ok. Je me permets juste de reprendre l'écran. On va arriver, on va dire, au terme un petit peu de la présentation qui, on le voit bien, c'est quelque chose que toi, tu as à cœur, que tu vis pleinement. Donc, merci en tout cas pour ça. Voilà, J'invite les personnes encore connectées à poser peut-être une dernière question hein, et, par ce biais ou alors ouvrir le micro. Voilà. Sinon, Pierre, je vais t'inviter à nous donner un petit mot final pour nous de la Bretagne. Qu'est-ce que, ouais, entre guillemets, tu peux nous voilà, envoyer comme message? j'en ai pas parlé, mais la Bretagne, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très important pour moi, puisque je vous ai parlé un petit peu de Saint-Brieuc, mais j'ai eu la chance de vivre des années de basketteur professionnel à Saint-Brieuc, juste fantastique. C'est là-bas où je me suis construit. C'est là-bas où j'ai rencontré mes meilleurs amis. J'ai vécu la salle Saint-Benoît pour ceux qui connaissent. J'ai vécu Stéréden avec des moments exceptionnel et j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui toujours mes amis, Christophe Evano, Karim Mouari, Eric Pop. Voilà, c'est des gens qui sont très très importants. Et puis voilà, le lien avec la Bretagne, je l'ai toujours puisque on organise depuis 15 ans avec aussi Hervé Coudray, voilà que j'oublie pas, le Bretagne Basket Academy, qui est très très important pour nous puisque on a mis en place cette structure au départ pour une seule raison, pour se retrouver. Voilà, on a tous été pros. À un moment, ça s'arrête. On part tous sous d'autres cieux et puis le temps passe et on se dit c'est pas possible. On a vécu des années exceptionnelles. Et ben, il faut qu'on se retrouve et il faut qu'on partage notre passion du basket auprès de jeunes. Et ben, ça fait 15 ans que ça dure et c'est toujours pour moi un plaisir de revenir à Rennes au mois de juillet et transmettre à tous ces jeunes la passion du basket et les valeurs qui nous tiennent à cœur tous les quatre, avec Hervé, Christophe et Karim. Donc ça, c'est voilà, pour moi, mes enfants qui sont là sont bretons et voilà, on dit sont bretons et ils sont présents aussi sur le camp de basket et de foot. Donc c'est non non j'ai qu'une hâte, c'est que alors je sais qu'à Saint-Brieuc c'est délicat, mais j'espère vraiment que des clubs, voilà, Rennes, Fougères,
vont remonter et qu'un jour on viendra jouer en Jeep Elite à Rennes, ce serait, ou je ne sais pas où, mais en tout cas, voilà, ça sera peut-être à Quimper. Ça peut être à Quimper, mais en tout cas, ou à Nantes. Mais non, non, la Bretagne, c'est vraiment une vraie terre de basket et j'invite tout le monde peu importe le niveau, à être passionné, à être motivé et à se dire que c'est possible, qu'on peut y arriver. Et on en est le meilleur exemple. Franchement, ce qui s'est passé à Boulazac, sur ce petit département, sur cette petite ville, on est un exemple. Tout ça, on peut y arriver. Franchement, on peut y arriver et avec de la bonne volonté et du soutien de chacun, c'est quelque chose qui est possible. Donc, je garde une part de la Bretagne bien précise dans mon cœur et je serai toujours ravi de pouvoir partager avec vous et donner un coup de main. Écoute, merci en tout cas de ce temps passé avec nous et puis de cette illumination que tu mets aussi dans nos yeux en se disant qu'à un moment donné, oui, on ne travaille pas pour rien, mais on travaille pour ça. Ouais. Et puis, écoute, on va te remercier. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine où on va rechausser les crampons, nous, les baskets, et retourner sur le terrain où on aura la chance d'avoir un coach aussi issu de Bretagne, de Rennes, qui viendra nous partager son temps là sur un thème un petit peu plus technique, le rebond. Pierre, merci. Bonne journée à toi. Bon week-end. Et puis à très bientôt en Bretagne à ce moment-là pour tout le monde. Voilà, en Bretagne ou au Palio à Boulazac, je serais toujours ravi de les accueillir. Eh ben, écoute, ça fera partie de nos Voilà. destinations. Ça marche. Merci à toi. Bonne journée. Merci François. À bientôt. Au revoir.